c'est Tati, comme vous le savez déjà. Et je suis toujours avec mon môme Will. Ouais. Bonjour Will. Ouais, bonjour Tati, ça va, mon? Ça va, tout doucement, un peu fatigué pour le coup, mais on tient. Alors, comme d'habitude, nous allons encore aborder un sujet. Ok. On va aborder un sujet aujourd'hui qui, on l'espère, vous fera réagir. Et on rappelle toujours qu'on n'est pas forcément des professionnels de sujets qu'on aborde ici, mais l'idée, c'est de partager nos expériences et les expériences d'autres personnes afin que ça touche et que ça aide des personnes qui se posent des questions. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de gens autour de nous quand même, qui nous envoient leurs réactions, qui nous envoient... Donc ça veut dire que finalement, ça nous c'est édifie des sujets nous-mêmes. qui intéressent et qui nous édifient nous-mêmes Nous-mêmes, aussi. ouais, c'est clair. Voilà, donc on va donc vous rediriger comme d'habitude vers nos différentes pages. Instagram, Facebook, pas Twitter, Pas encore, ouais. Snapchat, TikTok, Google Podcast Podcast, et puis YouTube. YouTube, ouais. Donc n'hésitez surtout pas à partager aussi avec d'autres personnes parce que vraiment on ne sait jamais qui ça peut édifier ou intéresser. D'accord. Donc, voilà, je vois que tu as sorti quand même une belle chemise aujourd'hui. Ah, parce que les autres ne sont pas belles, c'est ça? Mais si, je le dis toujours, mais je pense que celle-ci est particulièrement jolie. En tout cas, je ne sais pas si c'est à cause de la couleur, mais j'aime bien. Ah, tu sais, le blanc est une couleur qui attire. C'est une couleur parce que c'est évocateur de la paix. Donc tu viens en paix aujourd'hui, on ne va pas se bagarrer. C'est clair. C'est clair. En tout cas, le sujet sur lequel on va partir, c'est vraiment sur le... que faut-il faire en termes d'entretien d'embauche. Donc, on va vraiment évoquer les questions de l'entretien d'embauche, le que faut-il faire, le qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais surtout de comment on se prépare pour ce type d'entretien. D'accord. Si ça te convient. Bah écoute, on va essayer. D'accord. Je vais beaucoup parler de ce que j'observe de la société, de grand monde, oui. Voilà, parce que le constat qui est fait aujourd'hui, c'est simplement que il y a des personnes qui vont à un entretien d'embauche comme s'ils allaient au marché le matin. Et même que pour aller au marché le matin, il faut quand même dresser une liste en fait de courses qu'on a envie de faire. Oui, c'est vrai. Sauf que fort est de constater malheureusement que il y a certaines personnes qui ne prennent pas la chose vraiment au sérieux au point de vraiment se préparer, parce que ce qu'il faut dire, c'est que pour aller à un entretien d'embauche, c'est une préparation. Tout à fait, je suis d'accord. Voilà, donc quels sont les éléments du coup qu'il faut avoir dans sa tête, dans son cœur, dans son sac, lorsqu'on va à un entretien d'embauche d'après toi? Bah écoute, comme tu l'as dit, c'est clair qu'il faut une bonne préparation, ça c'est vrai. Maintenant, comment on se prépare, je crois que c'est le secret qu'il faut, ou bien la voie qu'il faut percer. Mais déjà, il faut comprendre que l'entretien d'embauche, pour moi, quand on est candidat, quand on a pris la peine d'envoyer un dossier de candidature au recrutement dans une entreprise, est une aubaine en or, tu vois un peu. Une aubaine en or pour les deux parties. D'accord. Il faut déjà intégrer ça. C'est-à-dire tant pour le recruteur que pour le candidat. D'accord. Tu vois un peu, parce que la première chose, c'est qu'il ne faut éviter de croire que parce qu'on est demandeur, ça veut dire qu'on est le plus faible dans ce genre de situation, tu vois. Donc, il est intéressant pour le candidat lui-même de se dire, écoute, je viens en fait proposer une solution à des problèmes que les gens, ou bien je peux être la solution à des problèmes que le recruteur ou l'employeur, la société a identifié. Tu vois un peu, je crois que c'est... Mais plus clairement, comment est-ce que pour arriver à ça, c'est vrai que c'est un élément de préparation psychologique. Quels sont les éléments, du coup, pour toi, que le candidat doit avoir en sa possession, autant pour moi, vraiment en termes d'information, avant d'aller dans un entretien d'embauche? Donc, la première information, je crois, la plus importante, c'est de bien connaître l'entreprise dans laquelle on va. Tu vois un peu, il faut bien connaître cette entreprise, pouvoir répondre à un certain nombre de questions publiques. C'est-à-dire parce que chaque entreprise a des questions, a des informations qu'elle met à la disposition du grand public. Il serait bien et il serait
c'est même une obligation à mon humble avis, hein, une obligation pour le candidat d'avoir le minimum d'informations publiques sur l'entreprise. Que ce soit des informations positives ou négatives. Tu comprends en tout cas, il faut bien connaître l'entreprise pour laquelle on postule. Si le candidat a la possibilité de un peu plus se renseigner sur la spécificité, la technique sur laquelle on est en train de le recruter, je prends un exemple, si on recrute un comptable, s'il est possible pour toi d'approfondir un peu, savoir comment se gère la comptabilité là-bas, comment organiser le service de comptable ou bien le service marketing pour les marketistes, etc., ce serait plus intéressant encore, tu vois, un peu fouiner, essayer de capter le maximum d'informations que qui peuvent être disponibles là-dessus. Donc, deuxième chose, on a les informations générales. Je crois qu'il faut un peu réviser. D'accord. Il faut un peu réviser. Voilà, il faut un peu réviser. C'est vrai que quand on est dans un domaine, c'est un peu très vaste. Mais je crois qu'il y a ce qu'on appelle les BA/BA des métiers. Okay. C'est important de pouvoir réviser les BA/BA des métiers. Tu vois. Si on vous demande c'est quoi le marketing pendant que vous êtes marketiste, ce serait très moche de ne pas pouvoir répondre à cette question. Clairement, de pouvoir répondre clairement et avec assurance. Parce qu'on peut ne pas donner la définition livresque, mais au moins la définition qu'on donne peut être cohérente. Tu vois un peu, et tout le reste. Et c'est pour ça qu'il faut parler avec assurance. D'accord. Tu vois un peu. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur parce que tout ça fait partie effectivement de la on va dire quoi, de la démarche entre la préparation et effectivement l'entretien d'embauche et tout. Proprement dit, c'est parce que j'ai envie de dire que tout le monde au moins sait que pour postuler, il faut quand même avoir un CV, c'est-à-dire que on est d'accord. Il faut un CV, c'est clair. Il faut un CV. Mais moi, j'ai constaté, on est là pour partager aussi un peu les expériences et tout, mais j'ai constaté que les gens mettent tout et n'importe quoi dans leur CV. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Tout et n'importe quoi, ça veut dire quoi? Des fois, dans des CV, du coup, tu as des informations qui ne sont pas nécessaires. Je dis... La surcommunication. La surcommunication. Je prends un exemple, c'est que tu vas dans une entreprise X avec des références de cette entreprise. Tu vas pour postuler, tu vas pour un poste bien précis parce que j'imagine qu'il y a quand même des offres d'emploi qui sont faites et c'est à la réponse de cette offre d'emploi que tu te positionnes en fait, que tu déposes ta candidature. Tout à fait. D'accord. Sauf que tu as des gens du coup qui mettent vraiment toutes les informations dans un CV, c'est-à-dire que j'ai entendu quelqu'un dire un jour qui parlait effectivement d'une candidature comme ça et c'est ça qui me revient tout de suite à l'esprit, c'est vraiment un gars qui va dans une entreprise. Généralement, ce qui se passe, c'est que on peut appeler, si tu as travaillé ailleurs avant, on peut appeler pour savoir pourquoi tu n'es plus là-bas, parce que c'est des erreurs par contre que les gens commettent souvent lorsqu'ils mettent leur CV à jour. Okay. C'est pas parce qu'on a été à un poste de responsabilité dans l'entreprise précédente qu'on est forcément obligé de le mettre dans le CV pour une autre entreprise, pour un autre poste qu'on a envie d'avoir. Parce que c'est une information qui paraît gratifiante, mais pourtant, qui est discutable. Qui est discutable, mais je veux dire qui pourrait être donc la balle que tu te mets dans ton propre pied. Tout à fait. En fonction de l'interprétation, de la sensibilité des uns et des autres. Exactement. Donc je disais donc que c'est pas parce que tu as été dans un poste de responsabilité que tu vas forcément le mettre à chaque fois. Il faut vraiment prendre la peine de comprendre où est-ce que je suis en train d'aller. Est-ce que c'est nécessaire que je mette telle ou telle autre information? Des fois, il y a même des expériences professionnelles qu'il vaut mieux ne même pas mettre. C'est pas parce que... C'est clair. Voilà, mais vraiment que les gens sachent, parce que des fois, tu as des gens du coup qui mettent leur CV à jour en fonction des expériences qu'ils ont eues. C'est-à-dire que comme j'ai travaillé à un X endroit pour 6 mois, je vais mettre dans mon CV et tout, sauf que pendant que mon nouvel employeur, c'est ce qu'on dit, va parcourir mon CV, il se dira mais pourquoi est-ce que... Parce que ça peut créer des interrogations. Mais pourquoi est-ce que... Voilà, pourquoi est-ce que à tel endroit, vous n'avez mis que 3 mois ou que vous n'avez mis que 6 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ça peut interpeller justement la personne, l'employeur ou la personne que vous avez en face de vous.
à creuser davantage. Tout à fait. Et on n'est pas toujours très sûr de ce qu'on va trouver derrière. Voilà. En fait, je pense, je suis d'accord avec toi, tu vois, Mob. Donc, si j'ai eu une expérience, mais qui s'est terminée pas dans des conditions catholiques, on va dire ça comme ça. Après, l'idée n'est pas forcément de dissimuler des informations, mais de voir qu'est-ce qui est nécessaire pour moi. Tout à fait. Qu'est-ce qui est nécessaire? Est-ce que ça nous valorise réellement? Parce que le CV est un outil de valorisation pour le candidat, tu vois un peu. Donc, au même titre que la lettre de motivation, tu vois un peu. Et il faut éviter d'avoir un CV qui, comme tu as dit, qui pousse au questionnement profond, tu vois un peu, et tout le reste. Donc, à chacun de voir, et si se sent à l'aise d'aborder, parce qu'il peut arriver que ce qui peut paraître pour toi et moi être problématique, lui, il peut se sentir à l'aise, lui, le candidat, d'aborder le sujet et de pouvoir convaincre de ce qu'il ne faut pas prendre en mal ou bien tout de suite se braquer parce qu'il y a eu telle information. Donc, c'est au candidat de se sentir à l'aise sur toutes les informations qu'il mentionne dans les documents qu'il transmet. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis une information, il faut être capable d'en parler, il faut être capable d'en discuter et de se dire, ok, même si on me la pose cette question, du coup, je suis capable de justifier ou bien d'expliquer un peu le contexte. Oui, c'est-à-dire, être capable, c'est une chose, et être à l'aise, c'est autre chose, parce que, tu sais, dans un entretien d'embauche, il y a la psychologie qui joue, tu vois. Vous pouvez donner des bonnes réponses, mais si on sent que vous n'étiez pas à l'aise, c'est-à-dire si le recruteur ou bien le comité de recrutement sent que tu n'étais pas à l'aise à aborder le sujet, ça veut dire que même si les informations sont bonnes, elles peuvent être mal perçues, mal parce comprises. que c'est quand même des discussions humaines, tu vois un peu, et tout le reste. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec toutes les informations qu'on fournit, surtout quand on les a fournies dans les documents. D'accord. Moi, c'était vraiment un point important quand même avant vraiment d'arriver sur tout ce qui est préparation, parce qu'on considère que c'est des éléments importants, mais aussi avant d'arriver là, le CV que vous constituez ou que vous mettez à jour doit être discutable, doit pouvoir être expliqué et voilà, c'est ça. Parce que le trop plein d'informations, des fois, ça nous dessert finalement à la fin de la journée. Il y a des gens qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, donc c'était très important du coup de marquer une précision là-dessus. Voilà, donc non, on va revenir du coup sur comment se préparer. Justement, c'est là qu'on était avant de virer un peu. Comment se préparer donc pour un entretien d'embauche? Et tu me disais qu'il faut prendre toutes les informations nécessaires sur l'entreprise. Oui. Ça, c'est avant, c'est-à-dire avant le jour J. Oui, il faut prendre le maximum d'informations sur l'entreprise, sur le fonctionnement par rapport au domaine spécifique. Il faut prendre des informations sur l'évolution du secteur d'activité, parce que l'entreprise est une chose, et puis il y a le secteur d'activité de manière globale, comment ça évolue. Il faut pouvoir que le recruteur ou bien les recruteurs sentent que vous avez vraiment envie d'y entrer. C'est ça. Tu vois, et que vous avez même une valeur ajoutée, parce que si vous ne connaissez pas, finalement, vous apportez rien. Il sera peut-être difficile de vous imprégner ou bien d'apporter, comme tu dis. Tu vois un peu. Ensuite, il faut aussi avoir quand même suivre l'actualité de veille, surtout l'actualité de veille. Parce que j'ai constaté que la grande majorité des recruteurs aiment bien des gens qui se cultivent. Tu vois un peu. Et la chose la plus facile à faire aujourd'hui pour savoir si quelqu'un se cultive, c'est de lui poser des questions sur l'actualité. Donc ça veut dire que à un entretien d'embauche, le recruteur peut sortir complètement du cadre. De la technicité. Voilà, il peut sortir de là et puis il vous pose une question sur, on va dire quoi, un événement, une actualité qui est passée au journal hier soir. Tout à fait. Juste pour voir un peu si vous êtes quelqu'un de curieux, quelqu'un qui s'informe et tout. Tout à fait. D'accord, donc ça, c'est important aussi. Si, c'est très important. Moi, je peux te rassurer que pour les entretiens que j'ai eu à avoir, personnellement, c'est même des questions que je pose. Honnêtement, moi, je ne le savais pas. Si. Oui, je ne savais pas. Tu vois. Donc, ensuite, comme je disais aussi au tout début, je disais qu'il faut réviser quand même ses cours, réviser ses B.A.B.A. Peut-être ne pas... Bon, si on a eu de l'expérience professionnelle, ça sera un peu plus facile parce qu'on a pratiqué. Si on est sorti de l'école, on vient à peine de sortir de l'école, ça peut aussi être facile parce qu'on vient à peine de sortir. Mais si on a eu un décalage entre la sortie d'école
l'inactivité, il y a eu une inactivité, ça peut être un problème. Donc il est important de revenir quand même sur ces cahiers pour réviser quelques notions, pour éviter d'être collé surtout sur les BABA. Parce qu'on peut être collé sur des choses trop spécifiques. Mais si on est collé sur des BABA, c'est très mauvais. D'accord. Tu vois un peu. Donc il faut vraiment revoir un peu, on va dire, la partie théorique en fait des cours qu'on a eu lors de notre formation académique et tout. Il faut s'informer, il faut savoir qu'est-ce qui se passe un peu dans notre environnement et tout. Voilà, il faut s'informer sur l'entreprise pour laquelle, enfin, montrer quand même de l'intérêt, parce que si on vous pose la question de savoir, du coup, vous venez chez nous. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Que vous soyez quand même capable de dire que l'activité principale de cette entreprise, c'est tant. Tout à fait. Aussi, dans les révisions, c'est-à-dire qu'au-delà des révisions, de ce qu'on a eu comme parcours académique, il faut aussi faire des révisions sur ce qu'on a eu sur le parcours professionnel. C'est-à-dire que sur chacune des étapes qu'on a mentionnées dans son CV, il faut être capable de dire la leçon qu'on a tirée. Il faut être capable aisément de le dire facilement si on vous pose la question, quelle est la leçon que vous avez tirée? Qu'est-ce que vous avez fait spécifiquement à cet endroit? Quelles étaient vos missions? Parce que je sais que c'est des questions qui reviennent souvent, oui. Il faut être capable de le dire, il faut être capable surtout de dire aussi les leçons qu'on a tirées, tu vois un peu, et qui peuvent être mises en profit au sein de l'entreprise dans laquelle on est en train de vouloir s'engager tout de suite, tu vois un peu. Alors, ça c'était avant le jour J, maintenant on arrive au jour J. Et peut-être, oui, il y a aussi un petit détail s'il te plaît. Avant le jour J, ce serait bien pour flatter un peu l'ego des recruteurs, de peut-être passer un coup de fil pour confirmer qu'on sera effectivement à l'entretien. D'accord. Parce que des fois, on a des candidats qui nous plantent comme ça, on est en pleine salle d'entretien, d'embauche et tout, d'entretien, parce qu'on n'est pas encore à l'embauche, là, en entretien. Et le gars, il ne se pointe pas. Il ne se pointe pas. Il faut confirmer, parce que ça va permettre effectivement de se rassurer auprès des recruteurs que vous allez venir. Et de deux, ça va montrer un peu que vous êtes méthodique. Voilà, vous êtes méthodique et motivé à venir. Donc, ce serait bien qu'avant le jour J, avant le moment dit, il faut rappeler le contact qui vous a appelé pour le rendez-vous, pour confirmer que vous serez effectivement là. Dans cette conversation, on se dit, est-ce que vous nous avez dit c'était à tel endroit, c'est confirmé, c'est tel endroit, ça n'a pas changé entre temps, c'est bien telle heure, c'est des petits trucs comme ça. C'est une astuce, c'est un beau, mais franchement, toi, finalement, il faut bien l'écouter. Du coup, des fois, quand il veut, il est des fois, quand il veut, il est structuré. Bon, il est très souvent structuré. Je dis pas n'importe quoi, mais merci. Oui. Merci. Non, mais ça, c'est aussi une astuce que je connaissais pas. Ah, oui, d'accord. Je savais pas. Donc, maintenant, on est le moment J. Le jour J. Le jour J. Ouais. Alors, grosse erreur, la plus grosse erreur que certains candidats font, arriver en retard. Oh, franchement, si ça, moi, je t'assure tout de suite, moi, j'ai un candidat qui arrive en retard, je le reçois même plus. C'est clair. Il faut tout faire pour arriver au moins 30 minutes avant. Ouais. Ça vous permet de souffler. Parce que quand on est candidat à un emploi, surtout si on sort les esprits. Oui, surtout si on sort d'une longue période d'inactivité, il faut pouvoir arriver à temps de telle manière que tout l'esprit se repose. Se dépose et tout. Et tout le reste, en attendant que le combat, on va dire comme ça, entre guillemets, commence, tu vois, ou bien que le moment dit soit là. Oui, parce que c'est un moment quand même assez déterminant dans la vie de quelqu'un. Ça passe ou ça casse. Des fois, quand ça passe pas, ça peut être frustrant, ça peut casser le moral, etc. Ça peut décourager et tout. Mais quand ça passe, c'est vraiment c'est l'expérience d'une vie. Enfin, je veux dire, le travail, on sait ce que ça représente dans la vie d'un individu. Un individu conscient. Conscient, oui. Tout à fait. C'est clair. C'est clair. Donc, c'est un moment hyper important où le candidat doit vraiment commencer la préparation, comme tu l'as dit. À partir des informations qu'il faut prendre. Moi, j'aime toujours, tu vas remarquer, j'aime toujours rappeler parce que ça permet effectivement qu'on reste très cohérent dans la démarche et tout, mais pour que les gens comprennent exactement ce qu'il y a lieu de faire. Après, des fois, ça ne peut pas forcément marcher à 100%, peut-être parce que, en face de vous, vous avez des personnes qui recherchent autre chose que ce que vous leur avez proposé. Ça, c'est un cas. Mais généralement, quand on est très méthodique, quand on applique la démarche, d'accord, dans les règles de l'art, la plupart du temps, ça sort bien. On s'en sort plutôt bien. Tout à fait. Donc, alors l'autre chose, quand on est en salle, il faut faire le maximum pour rester positif.
Ça va être... Parce qu'il faut vous dire, beaucoup de recruteurs vont vous mettre à l'épreuve de la pression. Vont vous mettre pour vous bousculer, pour savoir si vous pouvez tenir. Parce que si vous êtes dans un environnement où ça bouge énormément, il faut que les personnes qu'on recrute, toutes les personnes qu'on recrute soient capables de gérer la pression. Et on va vous éprouver par rapport à ça. Et pour pouvoir tenir, il faut rester positif. Tu vois. Par rapport aux observations, on va vous titiller, c'est clair. On va toujours titiller le candidat, surtout quand vous avez en face de vous un comité. Parce que si c'est en face-to-face, tant mieux pour vous. Mais si c'est en face d'un comité, ça va être un peu plus chaud que prévu. Ça va être un peu chaud parce que des fois, il faut le rappeler, dans ce type de réunion, on peut avoir qu'une seule personne en face de nous, comme on peut avoir genre 3-4 personnes. Tout à fait. Voilà. Et donc, dans mon cas, je crois que j'avais 3-4 personnes. Voilà. J'imagine quand on t'a assez bousculé quand même. Oui. Voilà. Moi, je sais que tu sais gérer la pression de toute façon. Ça va, ça s'est très bien passé. Je me rappelle d'une question qu'on m'avait posée. Ça, c'est vraiment juste pour détendre un peu. Oui. Et alors, j'avais en face de moi mon directeur commercial qui... Ton futur directeur commercial. Mon futur, parce mon qu'en actuel directeur commercial qui, à ce moment-là, était effectivement mon futur directeur commercial et qui m'a demandé c'est quoi la différence entre la négociation et la vente. C'est bizarre. Je ne vais pas te la poser tout de suite parce que je ne veux pas que tu... Si. Non, c'était même pas ça la question. Non, c'était pas ça. Attends. De la négociation et la vente, qu'est-ce qui vient avant? C'était ça. C'était plus une question de qu'est-ce qu'on fait avant. C'est une question simple, ça. Mais je ne réponds pas. Si tu ne veux pas que je réponde. Non, ne réponds pas. Pourtant, c'est simple. Hein? C'était juste... Peut-être qu'on va aborder un jour un sujet sur la négociation. Mais donne-moi un peu ta réponse, ça m'intéresse. Entre la négociation et la vente. Oui, qu'est-ce qui vient en premier? La vente, globalement. Mais la négociation fait partie de la vente. Je pense. Tu es sûr que tu as envie de répondre? Oui, dans la vente, il y a reconnaître, il y a négocier, et puis il y a conclure. Oui. Qu'est-ce qui vient avant? Avant? Oui, quand je parle de vente, là, je parle effectivement de... La conclusion de l'acte d'achat? Profiter de tout ça pour peut-être apprendre... Profitant de tout ça pour peut-être apprendre aussi un tout petit peu. C'est pas ça le sujet. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas ça le sujet. Mais pour toi? Pour moi, la négociation fait partie de la vente. Oui, on négocie à quel moment? C'est la deuxième phase. Ben oui. Bravo. On conclut l'affaire et après on va dans les négociations. Voilà, donc, bravo. Parce que... Non. Nous sommes toujours au moment de l'entretien. Et généralement, ça démarre par la question ou l'invitation à se présenter. Et je crois que ça commence à être chaud si on ne l'a pas préparé avant, se présenter. Bon, la présentation, même le jour J, là, est-ce qu'on a une partie quand même physique? Parce que tu sais, il faut tout dire. Hein. Vraiment, là, c'est sans tabou. Il faut vraiment tout dire aux gens parce que des fois, tu as des gens qui se présentent à un entretien d'embauche. Sans être sérieux? D'apparence physique, on n'a pas l'impression que celui-là est dormi chez lui, en fait, en gros. Oui, c'est vrai qu'il faut être dans une apparence dans laquelle on se sent à l'aise, mais il faut aussi dans une apparence qui va rendre les autres à l'aise. C'est ça, parce qu'il faut renvoyer quand même quelque chose. Voilà. Vous n'aurez pas un entretien d'embauche dans une banque sans mettre au minimum une cravate. Surtout qu'on sait que c'est un peu le dress code dans ce type d'institution. Voilà. C'est le minimum. Peu importe la fonction que vous allez occuper au sein de la banque. C'est-à-dire que le minimum d'apparence qu'on attend, c'est que c'est un accoutrement correct. Tu vois un peu. Et tout le reste. Donc, c'est bien de se sentir à l'aise. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise, peut-être avec la veste, mais mettez au moins une chemise cravate. Ça, c'est le minimum, tu vois, si c'est la banque. Maintenant, dans d'autres secteurs, il doit y avoir d'autres dress codes qui peuvent repasser. D'autres codes et tout, oui. Donc, il faut connaître ces codes-là. Il faut connaître les codes liés au secteur d'activité. Bon, je disais donc, quand on arrive, on nous demande forcément de se présenter. D'accord. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ah oui. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Ouais. Parce que vous avez préparé votre présentation sur 2-3 minutes et on vous dit vous avez 30 secondes. Là, il faut... Vous avez préparé une présentation sur 45 secondes, on vous dit vous avez 2 minutes.
Ok, mais du coup, est-ce qu'on est obligé, parce que je crois que le timing est à titre indicatif. Oui, ça dépend de la personne qui vous invite à vous présenter. Mm-hmm. La personne, pour un candidat peut avoir dit 1 minute, pour l'autre candidat il dit 30 secondes, pour l'autre il dit 2 minutes. Je suis d'accord, mais c'est à titre indicatif, ça ne veut pas dire quand tu as dit 2 minutes que tu vas les faire, c'est 2 minutes voilà, du coup. que tu vas les faire. Et il faut se dire une chose, il faut donner la présentation sur laquelle on se sent le plus à l'aise de pouvoir répondre aux questions qui vont en découler rapidement. De deux, il faut se dire une chose, vous ne pouvez pas tout dire. C'est ça. Mais quels sont les éléments du coup qui sont, les éléments phares, les informations phares qu'il faut envoyer dans cette présentation-là? Est-ce qu'il y a une manière, parce que tu vois, avec le timing, c'est un peu compliqué, tu vois. On peut pas, je ne peux pas avoir la prétention de dire voilà le canevas correct. Mais les éléments qu'il faut avoir, c'est effectivement donner votre nom. C'est clair que vous allez commencer par votre nom. Voilà. Peut-être la spécialité pour laquelle vous postulez, c'est-à-dire qui se rapproche de ce pourquoi du poste. Tu vois un peu, oui, j'ai fait des études en ci, parce que ça se rapproche effectivement de la chose. Si je n'ai pas fait d'études là dans le domaine, j'ai des expériences dans le domaine, et puis qu'on ressente tout de suite. Comme je disais, tu ne pourras pas tout donner parce que les questions qui suivent ont pour but de titiller. Tu vois? Moi, je vais te donner un exemple. Quelqu'un il vient, on lui dit écoute, vous avez 1 minute pour vous présenter. Il se présente et tout le reste. Et je lui pose la question, une fois c'est arrivé, pourquoi vous n'avez pas précisé votre ethnie? En fait, la question, je m'en fous de quel est ton ethnie. Mais c'est à but. Ça va le mettre mal à l'aise. Voilà. Et en fait, ce que je veux voir, c'est comment il réagit. Exactement. Donc, ce qu'on doit retenir, en fait, là, c'est simplement que les questions qu'on vous pose généralement, qui nous sont posées lors d'un entretien d'embauche, c'est pas forcément la réponse qui est importante. Donc, il faut pas tout de suite avoir peur. Je veux dire que je suis d'ici, de là et tout. C'est pas ça le plus important. Mais c'est comment vous abordez le truc, comment vous avez géré la situation, qui aurait pu être genre déstabilisante. C'est pour ça qu'il faut rester positif tout le temps. Parce qu'un candidat peut vous dire, mais attendez, on est dans une entreprise, pourquoi on me parle de ma tribu? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, est-ce que c'est une histoire de tribalisme? Est-ce qu'on va m'éliminer parce que je viens de tel endroit ou tel... En réalité, on s'en fout. On s'en fout complètement. Complètement, tu vois un peu. Mais pourtant, on peut avoir une autre façon de répondre à cela et de dire que j'ai peut-être pas jugé important de mentionner ça parce que j'estime que... Voilà, mais vraiment d'avoir une façon de répondre qui tend vers la positivité, comme tu disais. Voilà. Et du coup, pendant tout l'entretien, il ne faut pas questionner les questions. C'est-à-dire, on vous pose une question claire. Vous avez déjà anticipé sur la question qui pourrait suivre. Et vous dites, non, je vais arranger la réponse à la question claire. Et du coup, ça devient flou, ça devient compliqué de vous cerner. Moi, je pense que pour ce point, ce que je peux aussi apporter après comme élément, et tout, c'est discutable, mais c'est surtout de dire que avant toute réponse, rassurez-vous d'avoir bien compris la question. Tout à fait. Oui. N'ayez pas peur de dire... monsieur, j'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Parce que repréciser. est-ce que vous pouvez être beaucoup plus précis? Parce que le fait même de poser la question, ça vous fait gagner 2 minutes, 2 secondes de réflexion. Oui, donc, tout à fait. Il faut toujours se rassurer qu'on ait bien compris la question. Monsieur, vous avez dit ça, mais je suis pas sûre d'avoir très bien compris en fait ce que vous voulez dire. Est-ce que vous pouvez la reformuler? L'un des astuces que je peux faire comme suggestion, c'est qu'en fait dans la question, il faut trouver un mot. Et on demande à la personne de préciser sur ce mot. C'est ça. Tu vois un peu. Ne pas dire de reprendre complètement la question, mais je lui dis, sur la question, il y a tel mot. Je voudrais bien que vous précisez ce que vous entendez par là. En tout cas, se rassurer que la question est bien comprise. Voilà. Parce que là, ça permettra à l'interlocuteur de comprendre que vous êtes vraiment en face, que vous avez compris, il a eu toute votre attention, parce que vous êtes venu sur un mot précis, et lui dit, vous voulez avoir plus de précision par rapport à cela. Alors moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Du coup. D'accord. Sur quoi le recruteur évalue les candidats? Selon toi? À mon sens. Moi je pense que, de l'expérience que j'ai eue, moi je pense que on va plus vers les personal skills. C'est-à-dire? J'explique.
De ce que j'ai déjà eu comme on va dire quoi, expérience en termes de recrutement. Après, ça peut varier. Ça peut être vraiment différent en fonction de ce que l'autre attend et tout. Mais jusqu'ici, moi, c'était plus sur mes capacités à pouvoir gérer. Quand je parle de personal skills, je parle vraiment de ce que j'ai pas appris forcément dans la technicité. Voilà, dans la technicité. En fait, ta personnalité. Exactement. Tes valeurs, pouvoir se rassurer que tes valeurs cadrent avec les valeurs de l'entreprise. C'est ça, mais vraiment de s'en servir pour pouvoir effectivement développer. Ça n'a rien. Dans mon cas, honnêtement, ça, je l'ai compris après. C'est vrai, j'ai compris après. Je ne le savais pas. Hein. C'était un très long processus et puis voilà, heureusement pour moi, il était concluant. On va dire que peut-être que j'étais un peu compétente aussi. Tout à fait. Sur le côté. Ouais. Mais de dire que honnêtement, ça n'avait forcément rien à voir avec le fait de savoir définir c'est quoi le marketing ou le fait de savoir définir si c'est quoi la vente ou la négociation, etc. Mais c'est surtout comment est-ce que toi, tu gères les situations. Tout à fait. On est vraiment toujours dans le cas de l'entretien. Oui. C'est important parce que c'est des éléments effectivement qu'on regarde. Mais moi, je suis de ceux qui pensent, enfin pas pour rentrer dans les affronts au moment de l'entretien, parce que là, c'est encore, c'est un moment où ça passe ou ça casse. Non, mais voilà. Là, mais moi, perso, je pense que même si on a franchi le cap finalement et qu'on a dépassé cette étape-là, il faut rester il faut être quelqu'un de très fidèle avec soi-même. Parce que finalement, à aller à gauche, à droite ou à se laisser, du coup, avec des changements d'idées comme ça tout le temps en fonction de que les informations rentrent et tout, c'est un peu compliqué. Moi, l'expérience que j'ai aujourd'hui me permet de dire que les recruteurs ou bien les responsables dans des entreprises et tout, c'est des gars qui en ont marre finalement des personnes qui sont tout le temps d'accord avec eux. Oui, des fakes. Voilà. Des fake personnes. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester très fidèle. Oui, je suis d'accord. Voilà. C'est des personnes qui sont un peu fatiguées des bénis oui, comme on les appelle globalement. C'est de rester fidèle, de dire écoutez monsieur, ou dans des entreprises où on peut s'appeler par nos prénoms. Voilà, oui, moi, franchement, je pense que jusqu'à ce qu'on t'apporte vraiment la preuve du contraire, effectivement, à ce moment, tu fais donc preuve d'humilité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tout à fait. Tu vois un peu. Je vais te donner un exemple. Alors, on avait, dans un entretien, on avait dit à un candidat, on demandait à un candidat est-ce qu'il est obéissant. Et lui, il dit oui. On lui dit lève-toi et assieds-toi. Naturellement, il s'est levé, il s'est réassis parce qu'il voulait démontrer qu'il est obéissant. Étape suivante, on lui dit assieds-toi au sol. Il s'est assis. Et le gars s'est assis. D'accord. Tu vois? Il a été retenu? C'est clair que non. Voilà. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Du tout. Tu vois un peu? Et c'est des petits exemples comme ça. Tu vois, tu as un gars, on lui dit, écoute, frappe ta tête au mur, juste pour démontrer que tu es obéissant. Mais ça va me tuer, ça va me créer une hémorragie. Voilà, et tout le reste. Et le gars, comme ils veulent démontrer qu'ils sont vraiment obéissants, ils sont. Mais c'est pas des personnes sur lesquelles on peut compter finalement en entreprise. C'est clair. Voilà. C'est clair. Dès que vous faites ça, personne, vous n'intéressez plus personne. Vous n'intéressez plus personne. Tu vois un peu. Donc il faut rester vraiment très fort en termes de personnalité. Entre la force de la personnalité et l'humilité, il faut rester vraiment flat. Tout à fait. C'est-à-dire que tout encadré. Il faut quoi? Qu'est-ce qu'on a dit encore? Vraiment bien se préparer. Tout à fait. Donc, voilà, se rassurer qu'on ait bien compris les questions avant de se jeter sur les réponses. Tout à fait. Voilà, et tout ça. Donc la préparation globalement. Moi, il y a une question des fois qui revient souvent lors des entretiens d'embauche. Dans le salaire? La prétention salariale. Et je suis très embêtée parce qu'il y a des personnes qui ont... Enfin, je ne sais pas s'ils ont peur de répondre ou bien s'ils ne savent pas répondre et tout. Mais qu'on le sache. Ce n'est pas une question qui va vous tuer ou pour laquelle on ne va pas vous recruter. Il est important que le candidat sache exactement ce qu'il attend en termes de salaire de l'entreprise. Après, ça se négocie, bien évidemment.
Il y a des entreprises où on ne négocie pas. Hein. Après, il faut savoir... Oui, il y a des entreprises où on ne négocie pas. Les bonnes entreprises, on ne négocie même pas. Oui, ça, c'est autre chose. Après, mais je dis, c'est toujours important quand même d'avoir la réponse à cette question. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une question... Personnellement, si c'est une entreprise où je n'ai pas suffisamment d'informations sur comment on fonctionne en interne, sur les principes de profil de carrière qui sont mis en place, sur un ensemble de grilles de salaire, je ne vais pas répondre par un chiffre. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Parce que, simplement, il faut comprendre que le salaire est la rémunération d'un travail qu'on effectue. D'accord. Et le travail, c'est quoi? C'est un ensemble d'activités qu'on mène pour atteindre un objectif. D'accord, d'accord, ok. On est d'accord? Donc, si je ne sais pas concrètement quels sont les objectifs... C'est quoi mon job description? Le job description, c'est vraiment des missions. Le job description, c'est beaucoup plus, ça relève en termes de mission. Oui, mais après, c'est... Voilà. Non, sauf que... C'est relié à la fin. Je veux dire, c'est relié à la fonction pour laquelle on se positionne. Oui, vous pouvez être plusieurs à avoir le même job description, mais vous n'avez pas les mêmes objectifs à atteindre. D'accord. Tu comprends un peu? Et du coup, si vous n'avez pas les mêmes objectifs, si vous n'avez pas les mêmes performances, vous ne devez pas avoir la même rémunération. Mais je ne comprends pas. Non. Simplement. Oui. Un gars, prenant les cas de commerciaux, est-ce que tu penses qu'une entreprise pourrait payer un commercial qui ramène, je prends des chiffres tout bêtes, tous les mois, 1 million de chiffre d'affaires, au même titre que celui qui amène 100 000 tous les mois? Mais là, on n'est pas en train de parler de la même chose. Là, vraiment, pour le cas des commerciaux, si on veut rester là-dessus, on le sait. C'est pas comme si c'est un secret d'État. On sait très bien que le salaire on va dire, est constitué de il y a une partie fixe et puis une partie commission. C'est comme ça s'appelle. Non, je ne parlais pas des vendeurs. Je parlais des commerciaux. Mais des commerciaux à la fin de la journée. Non. Non. Il y a une différence entre un commercial et un vendeur. D'accord, ok. On est d'accord là-dessus. Mais on parle de commerciaux. Oui. Mais toi, quand tu dis qu'ils ramènent 1 million de chiffre d'affaires, parce qu'il faut vraiment qu'on se comprenne. Peut-être moi, c'est à ce niveau qu'il y a peut-être un peu d'embrouille. Tu dis un commercial qui ramène 1 million de chiffre d'affaires et un autre qui ramène 100 000 francs. Toi, tu les classes comment? Voilà. Ils ne pourront pas avoir le même salaire. Non. Même si c'est d'abord quoi la différence? Entre un commercial et un vendeur? Non. Entre un commercial qui... Oui, l'autre a plus d'impact. Oui, mais ça du coup. Ouais. Voilà. Parce que le commercial a la vente comme mission. Là aussi, comme autre mission, le maintien du portefeuille, la relation client qu'il gère. D'accord. Et parfois, ça peut aller jusqu'à la stratégie de développement du portefeuille commercial. Tu comprends un peu? Ok. Et donc, du coup, je peux évaluer un commercial sur son chiffre d'affaires. Et le vendeur? Non, attends. Pour arriver. Laisse-moi finir. Le vendeur, je vais principalement et parfois même exclusivement l'évaluer sur le chiffre d'affaires qu'il réalise. Alors que le commercial, je peux aller jusqu'à lui dire, écoute, pour un bon commercial dans mon entreprise, je voudrais que chaque mois, il y ait au moins 2 stratégies que tu proposes. D'accord. Donc, ça veut dire que on a le vendeur, lui, il n'est pas sur la partie stratégie, il est plus sur la partie opérationnelle. Opérationnelle, la vente. Voilà. Et le commercial, lui, il fait l'opérationnel, mais il ajoute une plus-value. Non, il fait la stratégie, mais il a aussi l'opérationnel. Oui, tu vois un peu. Oui. Voilà. Donc, c'est pour dire donc, si tu as donc 2 commerciaux qui ont ces missions-là, de non seulement faire la vente et en plus d'apporter de la stratégie ou bien de faire des suggestions de plans d'action ou bien des... Mais ça veut dire qu'en gros, moi, c'est des expressions qui sont utilisées abusivement finalement ou alors que c'est fonction de l'entreprise. Oui. Parce que tu as des entreprises dans lesquelles on a des vendeurs qui ne sont pas que des gars qui vont vendre. C'est pour ça, enfin, je comprends pas, moi, c'est un peu flou quand même. Non, pour moi. Simplement, c'est pour dire qu'on peut recruter dans une entreprise des gens qui sont chargés de faire la vente. On n'attend rien d'autre que d'aller présenter les produits, convaincre de consommer les produits. Tu comprends un peu? Peut-être. Mais pour vendre alors, du coup,
pour vendre. Oui, parce que moi, j'ai envie quand même de bien comprendre un peu la nuance qu'il y a entre les deux et tout. Ça risque de nous étaler sur Oui, non, mais moi, c'est... Oui, non, mais pas du tout. Moi, Enfin, peut-être, hein, tu sais, mais je suis un peu embêtée parce que je ne comprends pas très bien. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui nous écoutent, qui ne comprennent pas. Si tu as la réponse, franchement, ça va être top. Hein. On peut prendre... C'est ce que je dis. Le vendeur, généralement, c'est des personnes qui vont présenter l'offre qu'on fait au public, tu vois, un peu, ou bien la solution qu'on présente, qu'on met sur le marché. D'accord, mais le commercial, lui, c'est lui qui établit, enfin, qui structure cette stratégie. Voilà, cette stratégie. Cette solution-là. Voilà, qui structure la solution. Parce que ça, c'est le marketiste qui est au-dessus de tous. Tu vois un peu. Ah ouais? Oui, le marketiste, normalement, est au-dessus. De quoi? Du commercial. Non, attends. Je peux expliquer pourquoi. Là, direction commerciale, direction marketing. Tu mets ça comment? Dans les sociétés qui ont les deux. Qui ont les deux? Oui. Ben, ça veut dire que la relation est horizontale, non? Mais pourquoi tu dis que l'un est au-dessus de l'autre? Non, parce qu'il y a des entreprises où justement, il y a une direction marketing, il y a un département commercial dans la direction marketing. Mais tu ne peux pas d'emblée dire que la direction marketing est au-dessus de la direction commerciale sans savoir dans quelle structure tu es. Je n'ai pas dit la direction marketing. C'est la même chose. Le marketing découle de quoi? Voilà, je vais encore t'expliquer. D'accord. Remarque, fais simplement. Voilà, je sais que tu as fait un parcours. Je connais ton parcours académique. Ah, d'accord? Fais simple. Pardon, on va couper ça. Non, vas-y. D'accord, vas-y. Vas-y. Pour que tu comprennes. Pas besoin. Tu as commencé par un BTS. Oui. Dans le domaine du marketing. Oui. C'était BTS en quoi? En action commerciale. En action commerciale. Ouais. Et on vous apprenait à vendre et à bien vendre. D'accord. C'est ça? D'accord. Après, tu as fait la licence en quoi? En marketing commerce-vente. Voilà. Et on vous apprenait quoi? Mais on fait dans quoi? Moi, je comprends pas. On vous apprenait à organiser les opérations de vente. Oui, mais c'est pour compléter en fait la formation finalement. Non, c'est pour te dire qu'il y a quand même une logique qui suivait. Je vais te faire comprendre la logique. Après, quand tu es allé au master, parce que c'est que tu as fait le master, on vous apprenait maintenant les stratégies qui allaient au-delà de la vente, qui étaient des stratégies qui tournaient véritablement sur les 4 P. Oui, aujourd'hui, on est passé au 5 et parfois même au 7P. Ce que je veux, hein, écoute, on ne va pas étaler tous nos cours là. On est passé par la même formation. On ne va pas étaler tous nos cours. Su, hein. Si, tu étais mon camarade de classe. Donc voilà. Okay. Donc on ne va pas étaler ça. Ce que moi je veux quand même, hein, vraiment, exactement, on ne va pas non plus trop s'éloigner et tout, mais de dire que avant de faire des assertions comme celle-là et tout, c'est de savoir dans quel contexte on est. C'est ce que j'ai dit. Non, justement, c'est pour ça que j'ai insisté, parce que je ne comprenais pas très bien pourquoi est-ce que tu disais ça et tout. C'est qu'il faut d'abord savoir, parce que les entreprises, malheureusement, n'ont pas le même organigramme. Je suis d'accord. Voilà, ils n'ont pas la même politique, etc. Je suis d'accord. Entreprises, voilà. Donc, quand tu me dis, excuse-moi, quand tu me dis que le marketiste est au-dessus du commercial, moi, je te dis non. Parce que moi, dans ma configuration, ce n'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut simplement aller, on va revisiter ça. On va revenir sur le sujet. Mais je veux seulement te dire, il faut simplement aller voir. Si vous avez des questions ou des suggestions, enfin pas des questions, pas des suggestions tout de suite, mais je veux dire des commentaires par rapport à ce point, parce que moi, ça m'intéresse. Voilà, par rapport à ce point, s'il y a des avis complémentaires et tout, franchement, n'hésitez pas à les poster en commentaire, parce que Wills, franchement, il veut Je voulais compléter. Non. Permets-moi de compléter. Ne sois pas vague. Laisse-moi mon cerveau. Laisse-moi compléter. D'accord, vas-y. Il faut simplement aller sur les définitions de tout ça. D'accord. Quelle est la définition de ce que c'est la vente? Quelle est la définition de ce que c'est le commerce? Quelle est la définition de ce que c'est le marketing? Je ne dis pas qu'on y aille maintenant. On va y revenir. Et ça on ne sera jamais d'accord là-dessus. C'est pas grave. Oui, on ne sera jamais d'accord là-dessus parce que je dis encore que tout dépend de la structuration de l'organigramme de chaque, de chaque entité, de chaque société. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je n'ai pas parlé de direction. Je t'ai parlé d'individus, de fonctions. Mais même si on parle d'individus, frère. Voilà. On va revenir. Bon, on va y revenir. Je suis pas d'accord. D'accord, c'est pas grave. Voilà. Bon, revenons donc, on était où sur l'entretien? Donc on disait, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de...
On était on était sur la question sur la prétention salariale. Voilà, exactement. Et je disais donc qu'en fonction, on ne peut pas répondre à cette question si on ne sait pas clairement, c'est-à-dire qu'au-delà des missions, si on ne sait pas clairement quels sont les objectifs pour lesquels nous serons assignés. Tu comprends un peu? Donc moi, je ne peux pas m'aventurer personnellement à donner un chiffre, tu vois, sans avoir clairement l'information, sans avoir clairement le profil de carrière qui est Sauf que ça se fait effectivement après le rendez-vous sur l'embauche, mais ok. Tu comprends un peu? Parce que l'entretien d'embauche ne conclut pas le recrutement. Exactement. Tu comprends un peu? Donc, et parfois, très généralement, quand on vous pose cette question, ça fait une question piège. Pour voir si vous courez tout de suite vers la réponse et tout. Voilà. Ouais. Si vous courez tout de suite vers le chiffre, ça peut permettre aussi de faire un filtre. De se dire, bon, si là, c'est déjà de prétention, peut-être qu'il n'est pas bien pour être avec nous. Et tout le reste, peut-être parce que vous n'avez pas maturé, en fait, la réponse. Tu vois un peu. Et perso, moi, je ne répondrai pas si je n'ai pas des éléments concrets. D'accord. Mais ça aussi, après, moi, je préfère toujours mettre un peu d'eau dans ton vin et tout, et de dire que je pense que après, il faut peut-être prendre le temps d'observer les personnes qu'on a en face et tout, parce que dans d'autres cas, le fait de ne pas pouvoir répondre à cette question aussi peut être un problème. Bah, écoute, si vous dites pourquoi vous ne pouvez pas répondre et que ce pourquoi, c'est-à-dire les raisons sont cohérentes et sont logiques, mais c'est à eux maintenant de compléter l'information que vous n'avez pas. Et une fois que vous avez l'information là, vous pouvez du coup répondre oui. Oui, sinon c'est ok, on vous dit vous prétendez à quel salaire, vous ne savez pas quels sont les objectifs, vous ne savez pas rien du tout, vous ne savez pas quel est le plan de carrière. Donc il faut prendre vraiment des informations supplémentaires pour pouvoir du coup répondre à cette... Si on insiste sur la question, vous avez le droit, vous avez la possibilité, il serait même mieux pour vous de leur dire de ressortir les informations qui peuvent être des informations clés pour pouvoir déterminer le montant auquel vous allez prétendre. C'est simplement ce que je vais dire par là. D'accord. Oui. Donc, il faut toujours avoir toutes les informations avant d'aller vers une réponse. Vraiment, pour moi, c'est très important, par contre, ça. Il ne faut pas vite répondre. Il ne faut pas très vite répondre. Il ne faut pas très vite répondre, c'est très important. Tout à fait. Ok. Je ne sais pas si on a fait le tour, sauf si tu as une autre question, parce que, voilà, je crois que... Je crois qu'on a fait le truc, et puis on a fait la conclusion. On n'a pas fait la conclusion. Comment conclure l'entretien? Comment conclure, voilà. Donc là, on est parti de la préparation. Oui. On a fait le rendez-vous proprement dit, l'entretien proprement dit, et maintenant après. Voilà comment on conclut ça. C'est-à-dire qu'on vous a posé toutes les questions. Les gens vous donnent le sentiment qu'ils ont eu suffisamment d'informations sur vous, etc. Parfois, on vous demande est-ce que vous avez une question. Ce serait bien d'avoir préparé la question, 2 ou 3 questions avant. Oui, on vous demande toujours si vous avez une question. Vous avez une question, ce serait quand même pas intelligent de dire que non, j'ai pas de question. Voilà. Donc c'est bien d'avoir préparé 2, 3, parfois 4 questions, même 5 si c'est possible. Pour montrer quand même l'intérêt. Oui, pour montrer l'intérêt. Pourquoi? Parce que, pourquoi autant? Si vous préparez une seule question, il peut arriver que pendant l'entretien, on a abordé déjà la question. Donc, ça sera plus nécessaire de la poser. Donc, les autres questions, c'est des options, en fait, au cas où. Au cas où les sujets ont été abordés. Donc, ce serait bien de préparer ça. Donc, une fois que c'est fait, il faut maintenant, on vous dit, OK, merci d'être venu et tout le reste, vous êtes dans la conclusion de l'entretien. C'est important de remercier pour le temps accordé, que les personnes vous ont accordé. C'est important qu'on ressente que vous êtes fiers de vous au moment de cette rencontre. Voilà, parce que c'est la séparation qui laisse en fait le goût. Le dernier goût, la dernière saveur et tout le reste. Donc il faut avoir une attitude toujours positive qui va donner l'impression à l'autre que vous êtes satisfait de la rencontre. Peut-être même exprimer clairement votre satisfaction. Tu vois un peu, exprimer clairement la satisfaction auprès du comité ou bien du recruteur avant de dire au revoir et merci et remercier, comme on le disait, pour le temps accordé. Et pour l'intérêt porté sur votre candidature, parce qu'on imagine bien qu'à ce moment-là, on avait peut-être une dizaine ou une vingtaine de candidats, mais vous, on vous a quand même appelé, on vous a accordé un peu de temps. Et maximum 10 jours après, il faut relancer si vous n'avez pas de nouvelles. Maximum 10 jours. Alors du coup pour ma candidature comment voilà. Ok, bah écoute Boum,
C'est très bien, tout ça. J'espère vraiment, hein, comme je le dis toujours, qu'on a pu aider. On a pu aider, édifier des personnes dans la situation et que dorénavant, ceux qui nous écoutent et qui sont dans le besoin sauront du coup comment aborder la question de l'entretien d'embauche. Parce que ce n'est pas une affaire où on se lève le matin et puis on y va. Il faut vraiment prendre le temps de tout préparer, de tout organiser et tout, et pour mettre les chances de son côté. Tout à fait. D'accord. Super. Donc, on va toujours inviter toutes les personnes qui nous écoutent à réagir. Commenter, réagir, partager sur nos différentes pages Facebook, TikTok, Insta, Snapchat, Google Podcast pour les audios et puis YouTube. Super. Bon. Merci à Franck, Jessica et Dylan. Oui. Ok, c'est ça. Ok. Super. Bon. Merci à toi. Merci à toi aussi, c'était très bien, merci beaucoup. Tu m'as appris beaucoup de choses aujourd'hui, mais on ne sera pas d'accord sur cette affaire de commercial et puis de marketing. On verra, t'inquiète pas. Ciao et puis à très bientôt. Ça marche.